C'est déjà ça. Alors, je reviens un peu en arrière par rapport à ce qu'on a dit la dernière séance. Donc, la dernière séance, on a parlé de l'école Palo Alto. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que effectivement, c'est un choix pédagogique qui a été effectué dans votre syllabus. Donc, dans votre syllabus, on n'insiste pas beaucoup sur l'école Palo Alto, mais on va directement sur un des auteurs les plus connus de cette école, effectivement, Paul Watzlawick. Donc, et on verra effectivement les axiomes, c'est-à-dire les principes fondamentaux des théories de la communication de cette école à travers cet auteur, d'accord? Ce choix, effectivement, c'est un choix pédagogique dans d'autres ouvrages, entre autres. Vous voyez, parfois, on ne parle pas principalement de cet auteur, mais on parle de l'école Palo Alto. Et à travers l'école Palo Alto, on présente, entre autres, les 5 axiomes de Watzlawick, d'accord? Et on combine notamment ces 5 axiomes avec d'autres axiomes d'autres auteurs, et on en fait une dizaine d'axiomes. Voilà, donc ne soyez pas perturbés, tout ça c'est la même chose. Parfois, ces axiomes sont même répétitifs en quelque sorte, puisque au niveau, c'est vrai que si vous les traînez jusqu'à 10 axiomes, à partir de sixième, septième axiome, effectivement, on a l'impression qu'on est en train de répéter les premiers axiomes. En effet, c'est un sentiment légitime. Néanmoins, il faut se dire que voilà, tous ces axiomes sont liés en quelque sorte, n'est-ce pas? Et tout est en quelque sorte basé, je dirais, à mon sens, sur le premier axiome. Donc, il est fondamental de comprendre le premier axiome pour comprendre le reste, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on verra effectivement à propos de Paul Watzlawick? Donc, Watzlawick, effectivement, donc un auteur bon d'origine autrichienne, etc., né en 1921, décédé en 2017, en 2007. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de lui? Tout simplement, on va se concentrer sur ces 5 axiomes, d'accord? On va détailler le sens de ces 5 axiomes pour comprendre, disons, l'école Palo Alto, ou bien encore Watzlawick, d'accord? Alors, premièrement, donc, on ne peut pas ne pas communiquer, ça c'est le premier axiome. Deuxièmement, toute communication présente 2 aspects, le contenu de la relation, donc vous voyez déjà ce que je suis en train de vous raconter, ça vous paraît pas étrange. Troisièmement, la nature de la communication dépend de la ponctuation des séquences de la communication. Et effectivement, ce troisième axiome, c'est un peu plus compliqué. Là, on va approfondir. Quatrième axiome, la communication est simultanément digitale et analogique. Cinquième axiome, tout échange de communication est symétrique et complémentaire selon qu'il repose sur l'égalité ou la différence. Alors, premier axiome, je dirais très facile à appréhender, mais à certains égards problématique, mais aussi l'axiome le plus fondamental. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le premier axiome? On ne peut pas ne pas communiquer. Ah bon? On ne peut pas ne pas communiquer. Qu'est-ce que ça signifie cela? Ça signifie que peu importe ce que vous faites, vous êtes dans la communication. Il n'est pas possible de prétendre de ne pas être en communication. C'est-à-dire, tout est de la communication. Ça va? Donc, le fait que, par exemple, je vous téléphone en tant qu'ami et je prends des nouvelles en disant comment ça va, etc. Bon, il y a une communication. Le fait que je vous téléphone pas et que je prends pas de nouvelles de vous, c'est aussi de la communication. Donc, vous voyez, euh, tout comportement, même les comportements les plus insignifiants en termes de communication, font l'objet d'interprétations en termes de communication. D'accord? Donc, euh, s- par rapport à cet énoncé, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que tout est de la communication, ceci a des conséquences en termes d'analyse. Puisque tout est de la communication n'est pas uniquement dans l'information qu'on reçoit, n'est pas uniquement dans la communication verbale, mais la communication est également dans la communication non verbale, c'est-à-dire dans nos gestes, dans nos comportements, dans la façon dont on communique, effectivement, à travers nos comportements, à travers notre position, à travers euh, euh, la façon dont la façon dont on exprime
je dirais gestuellement la communication, d'accord? Mais la communication est également présente dans ce qu'on appelle la communication paraverbale, c'est-à-dire à travers le rythme de la communication, à travers la tonalité, à travers le ton, à travers la vitesse de la communication, donc à travers la mélodie, n'est-ce pas? Tous ces éléments font partie aussi de la communication. Donc, en gros, on va découper la communication en trois parties. On va dire, il y a la communication verbale, d'accord? Mais cette communication, elle est vraiment la partie la plus maigre de la communication, puisque la plus grande partie de la communication, justement, ça fait partie de ce qu'on appelle la communication non verbale et la communication paraverbale. D'accord? La communication paraverbale. Donc, et dans cet esprit-là, on a une vision très sociologique de la communication, c'est-à-dire on met davantage l'accent sur tout ce qui est relation en termes de communication, et toutes les relations sont interprétées en termes de communication. D'accord? Donc voici le premier axiome, j'espère que vous l'avez bien compris, puisqu'il est fondamental pour comprendre le reste. Donc, on passe au deuxième axiome, effectivement. Alors, juste une petite précision en termes de communication verbale, non verbale et paraverbale. Le comportement humain est une forme de communication. Dans ce cas-là, oui, disons, c'est le premier axiome en quelque sorte, d'accord? Ça, c'est dans la continuité du premier axiome. On pourrait dire le comportement humain est une forme de communication, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas ne pas avoir de comportement, par conséquent, on ne peut pas ne pas communiquer. Vous voyez? Donc, on ne peut pas ne pas avoir de comportement, par conséquent, on ne peut pas ne pas avoir de communication. Donc, tout message verbal ou comportemental est une communication. C'est effectivement ces trois éléments, ce sont un résumé de ce que je viens de dire dans la diapositive précédente. Concernant la communication verbale, c'est tout ce qui est le contenu, les mots, les liens, le sens littéral, d'accord? Donc, ça, c'est, disons, l'information précise. La communication non verbale, jusqu'à présent, on avait déjà distingué cette distinction entre communication verbale et communication non verbale. Ici, on fait une troisième différenciation euh, et on parle de la communication paraverbale. Attention, dans beaucoup d'ouvrages classiques, enfin même dans le langage parlé, on considère la communication paraverbale comme de la communication non verbale. Vous voyez, on les mélange parfois à tort ou bien consciemment parce que voilà, on n'a pas envie de préciser, d'aller très loin dans l'analyse, d'accord? Mais en tout cas, à l'école Palo Alto, notamment, on mélange pas ces deux éléments-là, on les distingue pour une analyse encore pointue, d'accord? Et dans la communication paraverbale, effectivement, on met l'intonation, le ton, le rythme, les blancs, c'est-à-dire les moments où, entre deux phrases, on s'arrête, soupir, volume, timbre de la voix, une voix qui tremble, une voix qui est euh, rassurante, la mélodie, en tout cas ce qui est auditif, d'accord? Ce qui est auditif. Et par contre, dans la communication non verbale, c'est ce qui est visuel, d'accord? C'est ce qu'on peut voir en quelque sorte. Et dans la communication verbale, en tout cas, c'est vraiment le sens littéral des mots, c'est euh, l'information précise. Juste pour donner un exemple, vous vous demandez l'adresse à quelqu'un, vous dites, voilà, excusez-moi, vous savez où se trouve un café, enfin une banque tout près d'ici, et après la personne vous répond, c'est tout droit. D'accord? Donc, on pourrait dire, voilà, c'est tout droit. Enfin, dans cette phrase-là, d'accord, on peut la communiquer de différentes façons. Alors, le sens littéral, la communication verbale dans cette communication, c'est tout droit, c'est que, ben oui, c'est tout droit. Nous avons tous, effectivement, un sens précis de ce que ça signifie, c'est tout droit. D'accord? C'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est tout droit. Donc ça, c'est, disons, le sens littéral. Alors, dans la communication verbale et la communication paraverbale, qui sont en quelque sorte imbriquées, chevauchées l'une dans l'autre, on pourrait dire, la personne pourrait dire, par exemple, c'est tout droit. Vous voyez? Avec la façon dont la personne exprime la même phrase, à savoir c'est tout droit, donc il ajoute de la communication, effectivement, non verbale et paraverbale. D'accord? Donc, c'est tout droit.
D'accord? Il n'a pas dit je pense, je ne suis pas sûr. Il a exprimé tout ça, effectivement, je pense, je ne suis pas sûr. Ça devrait être, d'après ce que je me rappelle, tous ces éléments-là, il les a pas exprimés avec une communication verbale, mais avec une communication non verbale et paraverbale, avec son geste, avec ses yeux, avec le rythme, avec la façon dont il a ponctué sa phrase. Donc, il a exprimé un certain nombre de doutes sur cette information, à savoir c'est tout droit. Vous voyez? Donc, ou bien on pourrait imaginer une personne qui dit c'est tout droit. D'accord? Vous voyez, avec une assurance, avec une tonalité plus forte, plus sûre, effectivement, tout cela, ça change bien évidemment la communication. Donc, on arrive au deuxième axiome, effectivement, de Watzlawick. Qu'est-ce qu'il nous dit ce deuxième axiome? Toute communication présente deux aspects, le contenu et la relation. Donc, vous voyez, cette distinction entre le contenu et la relation, on l'avait déjà fait précédemment, hein, d'accord? Donc, c'est pas tout nouveau pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le contenu? C'est vraiment l'information qui est transmise dans la communication. Qu'est-ce qu'on entend par la relation? C'est la manière, effectivement, euh, euh, pour transmettre cette information. C'est la manière dont on transmet cette information. Tout simplement, on en parle en termes de relation. Alors, ce qui est effectivement, ce qui fait l'objet d'analyse dans l'école Palo Alto et entre autres chez Watzlawick, c'est notamment la distinction entre une relation saine et une relation perturbée. Alors, qu'est-ce qu'une relation saine? C'est une relation saine dans une communication. C'est une relation euh, euh, qui est en concordance, qui est en harmonie, en quelque sorte, avec l'information. D'accord? Alors qu'une relation perturbée, c'est une relation qui n'est pas en harmonie avec le contenu de l'information. Alors, dans l'exemple que j'ai essayé de vous, de vous faire comprendre cette distinction entre une relation saine et une relation perturbée, on pourrait rapidement se rendre compte que ici, la dame, la relation par laquelle elle est en train de communiquer avec ce monsieur-là, ce n'est pas une relation saine, c'est une relation perturbée, puisque effectivement, cette relation-là n'est pas du tout en harmonie, en concordance, euh, en fonction du contenu de ce message, d'accord? Ce message essaye de gagner la confiance de ce monsieur en disant, fais-moi confiance, parle-moi, effectivement, parle-moi de tes tracas, n'est-ce pas? Alors que à travers cette relation, on pourrait parfaitement imaginer qu'elle n'arrive pas à établir, effectivement, une relation de confiance avec ce monsieur-là, et par conséquent, on pourrait considérer la relation comme perturbée, compte tenu du contenu du message, compte tenu de l'information qui veut être transmise. Donc, voilà. Alors, donc, il y a une deuxième notion ici qui est importante, notamment la métacommunication. Alors, qu'est-ce que la métacommunication? Alors, puisque la communication, on a dit effectivement à la fois elle peut être verbale, mais aussi elle peut être non verbale, elle peut être comportementale, d'accord? Et en ce sens, effectivement, si la communication, la métacommunication est une communication sur la communication, d'accord? Métacommunication, c'est une communication sur la communication. Par conséquent, on a deux types de métacommunication, d'accord? On a deux types de métacommunication. Une métacommunication, disons, classique, qu'on connaît tous, effectivement, quand on parle de la communication, dans ce cas-là, effectivement, c'est de la métacommunication. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites ça? C'est-à-dire, effectivement, je suis en train de communiquer sur votre communication, n'est-ce pas? Je m'intéresse au contenu de cette information et là-dessus, je raisonne effectivement pour essayer de comprendre, de mieux comprendre la communication. Ou bien encore, est-ce que je peux vous tutoyer? Donc tout ça, c'est de la communication qui est sur la communication, par conséquent, c'est de la métacommunication, d'accord? Mais au niveau du contenu. Mais puisque toute communication, c'est aussi une communication comportementale, c'est-à-dire toute communication est exprimée à travers d'une relation, n'est-ce pas? À travers d'une relation. Par conséquent, cette relation parle aussi du contenu de la communication. C'est-à-dire la relation que je sais, par exemple, si je vous fais un clin d'œil en vous disant est-ce que tu veux bien me faire ça, n'est-ce pas? Je vous ai transmis une information, d'accord? Donc ça c'est la communication et mon clin d'œil en vous demandant de faire ça, effectivement, c'est une communication. Si cette communication, alors
ce clin d'œil, ça pourrait avoir différents sens en disant faites-le d'une certaine façon, ne le faites pas. En tout cas, j'ai communiqué, j'ai ajouté une communication sur cette communication, mais cette deuxième communication était une communication bien évidemment comportementale. C'était une relation que j'ai ajoutée au contenu. D'accord? Alors, tout ce que je viens de dire, bien évidemment, c'est très simple, hein, n'est-ce pas? Parfois, je vais un peu trop dans les détails pour être sûr que cela est accessible pour tout le monde, mais le fait d'appréhender ceci, je dirais, il faut pas trop chercher. Voilà, c'est très facile, je dirais. Vous avez beaucoup d'expériences dans votre vie quotidienne qui pourraient vous illustrer notamment cette relation entre le contenu de la communication et la relation avec laquelle effectivement on communique. Le troisième axiome. Alors, le troisième axiome, je dirais peut-être ici on arrive à un axiome un peu plus difficile, un peu plus approfondi du point de vue d'analyse. Du point de vue d'analyse, puisqu'ici effectivement vous allez voir, on va encore à l'intérieur de cet axiome, on va voir il y a différents types de ponctuation. D'accord? Et au niveau d'analyse, là je dirais, on va très loin puisque notre analyse, ça va être très interprétative. D'accord? Alors, la nature de la communication dépend de la ponctuation des séquences de communication. Ok? Alors, qu'est-ce qu'une ponctuation? Premièrement, une ponctuation, tout simplement, la ponctuation organise des groupes de messages en signification. D'accord? La ponctuation organise des groupes de messages en communication dans une phrase. Vous voyez, point d'interrogation, virgule, point d'exclamation, effectivement, toutes ces ponctuations, vous les connaissez. Il n'y a pas besoin que je vous apprends tout ça puisque vous les avez appris au cours de français. Ce qui se passe, c'est que c'est quoi la fonction de ces ponctuations? C'est-à-dire à quoi ça sert cette ponctuation? Ben oui, ces ponctuations donnent un certain sens aux phrases et particulièrement dans beaucoup de cas modifie le sens de la phrase, modifie considérablement le sens de la phrase. C'est-à-dire le fait de mettre ces ponctuations ou de ne pas les mettre ces ponctuations, ça peut changer complètement le sens des phrases. Alors là, on parle des ponctuations à l'écrit, on est bien d'accord. Ce qui se passe, c'est que Watzlawick, il nous dit, ben, il y a des ponctuations, mais pas seulement à l'écrit, mais aussi à l'oral, mais aussi dans la relation. Donc on peut penser la ponctuation à la fois à l'oral et dans la relation de la même façon qu'à l'écrit. C'est-à-dire, ça sert à quoi la ponctuation à l'écrit? Ça sert notamment à modifier le sens des phrases, entre autres, et par conséquent, on peut s'en servir de la même manière à l'oral et dans la relation de la ponctuation pour modifier le sens des phrases. Alors, vous l'avez très rapidement remarqué, d'accord? Une ponctuation à l'écrit, là on est dans la communication verbale, c'est le sens de l'information, ça on est dans l'information. La ponctuation à l'oral, c'est de la communication paraverbale, et la communication relationnelle, c'est plutôt la communication non verbale, c'est gestuel, c'est visible, d'accord? Donc, on va voir effectivement à chacune de ces ponctuations, on va donner des exemples. Alors, le premier exemple, on va dire un peu classique, d'accord? Si je vous dis, je le ferai comme je l'ai promis, d'accord? Je le ferai comme je l'ai promis, ça veut dire tout simplement que j'exécuterai ma tâche exactement de la façon convenue, d'accord? Sans aucune ponctuation. Alors, il suffit que je mette tout simplement une virgule ici, je le ferai comme je l'ai promis, ça veut dire que je respecterai ma parole. Vous voyez? Donc, les deux sens de phrase que j'ai essayé de transmettre, disons, ces deux sens sont complètement différents, juste à cause ou grâce à cette petite virgule. D'accord? Donc, je respecterai ma parole, c'est au sens large du terme. Je le ferai, virgule, comme je l'ai promis. Alors, par contre, si j'enlève le virgule dans la communication écrite, je le ferai comme je l'ai promis. Ça veut dire c'est exactement comme on a convenu. Je vais strictement respecter tous les paramètres qu'on a convenus ensemble dans la façon de faire cette chose que j'ai promis, tout simplement. D'accord? Donc, voici un premier exemple, on va dire classique. Deuxième exemple, toujours dans la communication écrite, d'accord? Les employés mécontents se sont prononcés en faveur de la grève. Alors, il suffit juste de mettre encore une virgule après les employés. Et ici, dans ce cas-là, on a les employés mécontents, deuxième virgule, se sont prononcés en faveur de la grève.
ok? Ici, dans le premier sens, sans virgule, on a juste des employés mécontents qui ont fait la grève, alors qu'ici, on est en train de dire tous les employés sont mécontents, et par conséquent, ils ont fait la grève. D'accord? Euh, en quelque sorte, ici, être mécontent, c'est une, disons, euh, cause généralisée de la grève, effectivement, auprès de tous les employés. Alors qu'ici, l'adjectif mécontent, tout simplement, euh, euh, est un adjectif catégorisable, c'est-à-dire on catégorise les employés en deux catégories, les employés mécontents et les employés qui ne sont pas mécontents, d'accord? Et qui par conséquent n'ont pas fait de grève. Donc, vous voyez ici dans la communication, effectivement, à l'écrit, la ponctuation, elle est importante. Et ça, je pense que ces deux exemples, c'est vraiment des exemples très basiques. Donc, vous avez des catégories euh, euh, d'exemples en la matière qui vous illustrent davantage l'importance de la ponctuation à l'écrit. Et ça, je pense qu'au cours de français que vous avez en secondaire ou même ici en bachelier, donc je pense que vous en parlerez certainement, mais bon, voilà, c'est tout simplement pour dire que la ponctuation est importante. Alors, la ponctuation à l'oral. La ponctuation à l'oral, ben oui, on va effectivement regarder ensemble un extrait de discours de Martin Luther King, d'accord? C'est un extrait effectivement qui illustre bien l'importance de cette ponctuation à l'oral. Et après, en même temps qu'on va regarder cet extrait, je vais faire des commentaires là-dessus. Ça va? Donc, alors. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history. Alors, vous voyez, donc, enfin, je veux dire, j'ai même pas besoin d'expliquer, disons, il n'y a pas d'explication qui est nécessaire. C'est tellement évident, la ponctuation à l'oral, effectivement, qu'il exerce dans son discours, que j'ai même pas besoin d'expliquer. As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Alors donc, la façon dont il donne des tonalités différentes à des phrases différentes, à des mots différents, tout cela, c'est de la ponctuation à l'oral. La façon dont il rythme son discours, dont il mesure la vitesse de ses phrases, tout ça, effectivement, c'est ce qu'on peut considérer comme de la ponctuation à l'oral. 50 years ago, a great American in whose symbolic... Alors, puisque vous aurez les diapositives, effectivement, vous pouvez voir tout ça plus tard par vous-même. Vous voyez, ici, la ponctuation qu'il exerce notamment dans son discours, I have a dream. Et I have a dream, avec une tonalité, effectivement, ça donne tout, disons, tout le poids, en fait, en quelque sorte, de ce discours, c'est dans cette ponctuation à l'oral. I have a dream. Donc, avec de l'espoir, avec une tonalité rassurante, avec beaucoup de communication, ne fût-ce que dans cette ponctuation, I have a dream. Et il s'arrête avant de prononcer en quelque sorte son dream. Donc, avant de prononcer son rêve, il met un accent, il ponctue effectivement son discours. I have a dream. Et ça fait même applaudir toute la population, dire allez, parle-moi de ton rêve. Qu'est-ce que c'est ton rêve, effectivement. Et tout ça grâce à cette ponctuation. Donc, tous les grands discours politiques, pas politiques, peu importe, tous les grands discours, si vous les écoutez, puisque là, on parle de la ponctuation à l'oral, et du coup, ce n'est accessible qu'à par lui. Donc, quand vous écoutez, quand vous regardez les grands discours, d'accord, et principalement quand vous les écoutez, et là, vous absorbez toutes les ponctuations à l'oral.
will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Vous voyez, la deuxième fois, il a dit I have a dream today. Donc, il ne s'est pas arrêté. Bon, il a ponctué cette phrase-là comme ça, puisque effectivement, il veut mettre, on va dire, peut-être il veut mettre l'accent sur le fait que ce rêve doit être réalisé aujourd'hui. Effectivement, il ne ponctue pas par conséquent cette phrase. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder davantage dessus. Effectivement, vous pouvez écouter ça et extraire par vous-même les différents types de ponctuation à l'oral qu'il exerce sur son discours. Et tout ça, bien évidemment, on peut les écrire aussi, n'est-ce pas? On peut retranscrire dans la retranscription de cette communication orale, effectivement. On traduit les ponctuations à l'oral à la ponctuation, on les transforme en ponctuation à l'écrit, effectivement, n'est-ce pas? Donc, voici ce qu'on appelle effectivement la ponctuation à l'oral. Alors là, on arrive, disons, au troisième type de ponctuation, à savoir la ponctuation relationnelle. D'accord? Là, on est dans une analyse relationnelle de comportement, dans une analyse typiquement sociologique, effectivement. D'accord? Alors, une relation, effectivement, au même titre qu'une communication écrite et orale, une relation aussi peut être ponctuée. Alors, peut être ponctuée en différentes séquences, n'est-ce pas? Donc, on avait dit quoi à propos de la ponctuation? On a dit que la ponctuation change le sens de la communication, d'accord? Change le sens de la communication. Ici, c'est la même chose. Donc, la ponctuation, en quelque sorte, des relations, d'accord? C'est-à-dire, la ponctuation des relations change l'essence que les acteurs donnent à ces relations, d'accord? Et on pourrait dire, dans ce cas-là, une relation est ponctuée en séquences, première séquence, deuxième séquence, troisième séquence, en étapes, si vous voulez. Et toutes ces séquences peuvent être traduites en termes de stimulus, n'est-ce pas? En termes de réponse, en termes de renforcement, en termes de cause, en termes de conséquences, en termes de raison, en tout cas, on peut leur donner des sens différents en fonction de ces ponctuations, d'accord? Donc, les différentes ponctuations hiérarchisent différemment les échanges, les relations, les interactions, et par conséquent, les acteurs interprètent différemment de la relation. D'accord? Alors là, on est au niveau de la théorie. Alors, on va donner des exemples. On va donner 3 exemples en la matière pour que vous puissiez comprendre. Donc, disons, la ponctuation relationnelle, l'exemple la plus connu, c'est notamment la relation entre la cause et la conséquence. D'accord? Dans une communication, effectivement, du point de vue relationnel, dans une communication, il y a souvent des conflits. Dans des conflits, notamment, on cherche souvent, notamment dans les conflits de couple, mais aussi dans les conflits entre les pays, peu importe. En tout cas, on cherche souvent à trouver la personne fautive en disant c'est toi qui as commencé en premier. D'accord? C'est toi qui as commencé en premier. Par conséquent, c'est toi la cause. Et par conséquent, mon comportement, mon agression, si j'ai crié, si j'ai commencé à hausser le ton, si j'ai commencé aussi à bombarder, si ceci, si cela, c'était à cause de cela, effectivement, c'était ça la cause, d'accord? Et c'est comme ça qu'on ponctue la relation dans notre tête. Et en fonction de cette ponctuation dans notre tête, on donne cette interprétation, on donne la cause à l'autre et on se définit comme la conséquence, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la ponctuation que nous donnons effectivement à cette relation, alors que de l'autre côté, effectivement, cette ponctuation, elle est différente. Par conséquent, il y a souvent un malentendu et, disons, il y a souvent des conflits sans fin du fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur cette ponctuation.
D'accord? Donc, notamment, c'est l'histoire d'un mari, on va dire, on tombe dans un cercle vicieux, vous voyez? Donc, c'est l'histoire d'un mari qui rentre tard le soir à la maison pour éviter effectivement les reproches de sa femme. Ben, qui a commencé? Parce que sa femme lui reproche pourquoi tu rentres tard le soir, effectivement, pourquoi tu consacres pas suffisamment de temps à ta vie de famille, et ainsi de suite. Vous voyez, on est dans un cercle vicieux. Ou encore, on pourrait imaginer une relation de méfiance installée entre l'usager et l'éducateur. L'éducateur, effectivement, qui n'arrive pas à faire confiance à l'usager, et l'usager qui n'arrive pas à faire confiance à celui qui ne lui fait pas confiance. Vous voyez? Donc, je ne vous fais pas confiance car vous ne partagez pas vos sentiments avec moi. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que par exemple l'éducateur pourrait se dire. Alors que de l'autre côté, on a l'usager qui se dit, je ne partage pas mes sentiments avec des gens qui ne me font pas confiance. Alors j'ai donné l'exemple de l'éducateur, peut-être que c'est peut-être pas l'exemple approprié par rapport à ces phrases, puisque bon, un usager a priori pourrait partager ses sentiments, mais quel type de sentiments? Enfin, donc, mais en tout cas, dans une relation de confiance, effectivement, les acteurs risquent de tomber dans une ponctuation différente. Chacun va ponctuer différemment la relation et par conséquent, ils vont pas se faire confiance. Ceci est valable aussi, je dirais, au niveau géopolitique, au niveau des pays, d'accord? Notamment en matière des guerres, pas mal de guerres dans le monde, des guerres de 100 ans, des guerres qui durent dans le temps. Effectivement, ce sont des guerres qui ont été mal ponctuées, on va dire. Okay? C'est-à-dire, à un moment donné, les acteurs se reprochent constamment le fait que qui a commencé quoi. D'accord? La faute à qui en premier lieu? Donc, on peut toujours analyser la ponctuation relationnelle en termes d'une relation de dominant-dominé. Par exemple, on peut imaginer la situation suivante. A se soumet aux règles établies par B, qui, en absence de réaction de A, établit les règles. En gros, entre le dominant et le dominé, on ne sait pas, disons, à qui revient en quelque sorte la faute. Vous voyez, là aussi, on retombe en termes d'analyse, on retombe sur cause et conséquence. On ne sait pas qui est la cause, qui est la conséquence. Est-ce que c'est le fait que le dominant domine le dominé, c'est le dominant qui est la cause, ou bien non, c'est parce que le dominé, justement, il ne dit rien, c'est le dominé en quelque sorte qui laisse à l'autre d'établir des règles, n'est-ce pas, et d'occuper cette position dominante. Et qui est la cause et qui est la conséquence? Bonjour pour trouver ça, n'est-ce pas? Donc c'est quasiment le même type d'exemple que cause-conséquence, exprimé avec d'autres mots, avec d'autres préoccupations, n'est-ce pas? Peut-être ici, avec cet exemple, on ressort un peu de la logique cause et conséquence. Là, effectivement, c'est un exemple qui vient de Coluche. Donc, le patron, c'est pourquoi on fait le travail. L'ouvrier, c'est comment on fait le travail. C'est-à-dire, chacun de ces deux personnages, à savoir le patron et l'ouvrier, se préoccupe d'une certaine manière du travail et de différentes façons. C'est-à-dire, il ponctue, il coupe en séquences distinctes l'organisation du monde du travail. Le patron se préoccupe des séquences destinées à la raison pourquoi on travaille, notamment il s'occupe des questions de rentabilité, alors que l'ouvrier se préoccupe notamment des questions de savoir-faire et comment le faire, d'accord? Alors plutôt, on est bien d'accord, l'ouvrier plutôt se préoccupe des questions liées au comment, et le patron se préoccupe des questions liées au pourquoi, d'accord? Et donc, etc., etc., vous pouvez trouver effectivement différents éléments de ponctuation dans toute communication relationnelle, bien évidemment. Alors, le quatrième axiome, la communication est simultanément digitale et analogique. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, la communication digitale, c'est le contenu, c'est le verbal. Ok? Dans ce cas-là, dans une communication digitale, tout est logique, tout est structuré, tout est méthodologique, puisqu'il y a une structure, n'est-ce pas? Il y a des conventions sémantiques qui nous disent ces mots-là signifient ces choses, et on peut les apprendre, si vous voulez, d'accord?
cette logique est accessible par l'apprentissage, puisqu'il y a une méthodologie, et toute cette communication, effectivement, tout cet aspect, disons, plutôt construit de la communication, on l'appelle la communication digitale, d'accord? C'est l'aspect sur lequel on a une maîtrise plus importante. D'accord? On a une maîtrise plus importante sur l'aspect digital, effectivement. D'accord? Alors, il y a effectivement ce qu'on appelle aussi la communication analogique, c'est-à-dire tout ce qui est relation, tout ce qui est non-verbal. Donc, vous voyez, la distinction entre digital et analogique, ça correspond dans une certaine mesure à la distinction entre verbal et non-verbal. D'accord? Mais il n'y a pas que ça. Encore une fois, il n'y a pas que ça. Ici, on fait cette distinction principalement pour mettre l'accent sur le fait que la communication digitale est une communication construite, maîtrisable, méthodique, structurée, d'accord? Alors que de l'autre côté, la communication analogique, c'est une communication qui est instinctive, qui est primitive, qui est un peu plus naturelle, qui n'est pas vraiment, on va dire, réfléchie, c'est plutôt, voilà, c'est quelque chose de plutôt spontané. D'accord? Quelque chose de plus spontané. Alors, donc, qu'est-ce qu'on entend par la communication analogique? C'est notamment les comportements primitifs, intuitifs, les comportements instinctifs. Une caresse, par exemple, une petite caresse, effectivement, c'est quelque chose qui parle beaucoup, effectivement, qui parle avec des sentiments, avec des sentiments les plus, euh, avec des sens les plus primitifs. Disons les choses comme ça. Donc, les gestes qui désignent les sentiments. Un soupir. Là, on est dans la communication, effectivement, euh, analogique, et par conséquent, ceci, ça dit beaucoup de choses. Les principes d'une communication réussite, c'est que, là, encore une fois, la communication digitale doit être en concordance, doit être en harmonie, doit être dans la même continuité que la communication analogique, sans quoi, effectivement, la communication n'est pas saine, la communication, elle est plutôt perturbée, d'accord? La communication analogique doit être, effectivement, précisée par la communication digitale pour éviter les malentendus. C'est-à-dire, parfois, il faudrait ajouter de la communication digitale sur nos gestes, sur notre comportement, sur notre relation, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. D'accord? Donc, le cinquième axiome de la communication, notamment, tout échange de communication est symétrique ou complémentaire. Vous voyez, cet élément, c'est à beaucoup d'égards semblable au troisième axiome, à savoir la ponctuation et particulièrement la ponctuation relationnelle. Dans la continuité de la ponctuation relationnelle, effectivement, on peut considérer que dans une relation, d'accord, dans une communication qui est interprétée en termes de relation, donc dans cette relation, soit les acteurs, les communicateurs, dans ce cas-là, sont dans une relation symétrique, c'est-à-dire paritaire, c'est-à-dire égalitaire, soit ils sont dans une relation de dominant-dominé, de cause et conséquence, dans une relation qui n'est pas symétrique, dans une relation qui est asymétrique, dans une relation qui est complémentaire, n'est-ce pas? Complémentaire si on parle en termes de dominant-dominé, si on parle de cause et conséquence, si vous voulez. D'accord? Donc, par exemple, si dans une relation asymétrique, ça serait, moi je vais vous voyer, si on parle en termes de communication principalement pour que vous puissiez mieux comprendre, d'accord, là on ressort de la question, disons, relationnelle, là on est dans la communication, je vais vous voyer, et après vous allez me tutoyer, d'accord? Une relation de prof-élève, de prof-étudiant, c'est une relation asymétrique en ce sens que, effectivement, de par la hiérarchie de la relation, donc euh, l'enseignant tutoie les étudiants et les étudiants vous voient effectivement l'enseignant. Donc dans ce cas-là, on parle des communicateurs différenciés. Alors on n'est pas là en train de dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien, hein, d'accord? On n'est pas dans une approche moralisatrice. On n'est pas en train de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On est dans une approche, disons, d'ordre scientifique. On est en train de décrire, n'est-ce pas? C'est pas, c'est pas parce que c'est comme ça que c'est pas bien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Vous voyez? Donc la relation peut être aussi parfaitement symétrique, où on se vous voit, effectivement, c'est-à-dire les deux personnes se vous voient. Dans ce cas-là, on peut parler des communicateurs égaux, d'accord? Des communicateurs paritaires. Voilà, si vous avez compris la ponctuation relationnelle, normalement, vous n'avez pas de difficulté à comprendre cet axiome.